Bonjour, je suis Enrique, voici Newspulse AQA TV. Bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui dans cet épisode, les ports, les brise-glaces et ce qui brûle le plus en Russie aujourd'hui, c'est le premier sujet auquel vous devez prêter attention. L'Iran offre à Trump un cadeau si cher que Trump l'apprécie et s'en vante ouvertement. La Russie va très bien, disait-il. Puis ils ont appris que pour la première fois en 25 ans, la Russie est contrainte de vendre ses réserves d'or. Des drones ont frappé le deuxième port maritime clé de la Russie sur la mer Baltique, par lequel Moscou exporte du pétrole brut et des produits pétroliers. Cela est désormais confirmé non seulement par nous ou les forces de défense ukrainiennes, mais aussi par le gouverneur de la région de Leningrad, Alexandre Drozdenko lui-même. Un incendie s'est déclaré au port d'Oust-Louga, qui a été touché par des drones ukrainiens. Plusieurs réservoirs de pétrole y ont été touchés et la partie russe n'a pas encore publié de rapport public indiquant que l'incendie a été maîtrisé avec succès. Eh bien, peut-être parce que ce n'est pas le cas et que l'incendie fait toujours rage. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, diverses installations sur le territoire russe ont été la cible de frappes aériennes, les raffineries de pétrole étant les plus fréquemment visées en 2024 et 2025. Mais l'état-major général des forces armées ukrainiennes a confirmé la plupart des attaques, déclarant qu'il s'agit de mesures systématiques visant à réduire le potentiel de combat des forces d'occupation russes. Eh bien, peut-être juste une dernière chose qui mérite d'être mentionnée ici. Le secrétaire du Conseil de sécurité russe et ancien ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré le 17 mars, je cite, en raison du développement des systèmes sans pilote ukrainiens, aucune région russe n'est désormais en sécurité. Fin de citation. Eh bien, j'imagine qu'il aurait été judicieux d'y réfléchir avant de lancer une guerre d'agression au choix de la Russie, camarade Shoigu. Sinon, la responsabilité finit toujours par arriver et au moment où l'on s'y attend le moins. Les Russes étaient prêts à déchaîner une nouvelle terreur sur l'Ukraine, mais alors quelque chose s'est produit. Eh bien, pas juste quelque chose, c'est le renseignement ukrainien qui est intervenu. Les magiciens du département des systèmes sans pilote du HUR, c'est-à-dire le renseignement ukrainien, ont repéré une colonne de lanceurs de missiles Bastion M en Crimée qui se dirigeait vers ses positions de tir, prêtes à semer la terreur sur les villes ukrainiennes. À la suite de frappes précises et opportunes, un des lanceurs et deux missiles Zircon, extrêmement coûteux, ont été complètement détruits. Un autre lanceur Bastion a été gravement endommagé et 7 terroristes russes ont été tués ou blessés. L'armée de l'État agresseur utilise les missiles Zircon, lancés depuis les lanceurs Bastion, principalement pour terroriser la population civile ukrainienne, en particulier dans les régions du sud et de l'est. Mais cette nuit-là, les plans de l'agresseur pour attaquer des villes paisibles ont été déjoués. Le service de sécurité d'Ukraine, le SBU, célèbre sa journée aujourd'hui. Nous remercions sincèrement et félicitons nos super forces spéciales et nous vous présentons à vous, notre super public, le top 5 des opérations ukrainiennes les plus spéciales de cette année. Lors de l'opération Toile d'araignée, le SBU frappe 41 bombardiers stratégiques russes. En seulement quelques heures, le Kremlin perd plus de 7 milliards de dollars. Dans la baie de Novorossiysk, le drone sous-marin Sea Baby frappe le sous-marin russe porteur de missiles Calibre, réduisant encore le potentiel de missiles de la Russie en mer Noire. La troisième frappe sur le pont de Crimée poursuit une série de frappes significatives menées par le SBU et endommage sérieusement les structures porteuses du pont. Désormais, les frappes à longue portée sur les raffineries situées dans l'arrière-pays russe ont réduit les exportations de pétrole de plus de 30% et limitent également la capacité de la flotte fantôme de l'ennemi. Et comme des milliards de dollars d'équipements de l'agresseur ont déjà été détruits, aussi bien sur la ligne de front qu'à l'arrière, soyez assurés que ce n'est qu'un début. Les 24 et 25 mars 2026, l'Ukraine a subi l'un des raids aériens les plus intenses de la guerre, la Russie lançant près de 1000 drones d'attaque et 34 missiles en seulement 24 heures, et les forces de défense aérienne ukrainiennes annoncent un taux d'interception record de 95%, abattant ou neutralisant 906 des 1000 moyens de terreur aérienne russes.
L'attaque s'est distinguée par l'utilisation massive de drones en plein jour, avec plus de 550 frappes de drones survenues pendant les heures de clarté cette fois-ci. Eh bien, malgré le taux de réussite élevé de la défense aérienne, 15 impacts ont été enregistrés, entraînant au moins 4 morts et 70 blessés supplémentaires, avec des dégâts signalés à Lviv, Ivano-Frankivsk et dans d'autres villes. Les attaques visaient spécifiquement les infrastructures énergétiques critiques, tentant une nouvelle fois de détruire le système énergétique. Le monastère des Bernardins, d'ailleurs, un ensemble architectural d'importance nationale qui figure également sur la liste internationale du patrimoine culturel de l'UNESCO sous protection renforcée, a lui aussi été touché et gravement endommagé par des drones russes à Lviv. Voilà comment les Russes se soucient de presque tout, que ce soit la vie humaine ou l'histoire. La destruction, c'est tout ce qui compte pour eux. L'Iran a annoncé de nouvelles règles pour le passage dans le détroit d'Ormuz. Les navires non hostiles peuvent transiter, mais uniquement en coordination avec les autorités iraniennes. Mais avant le début du conflit, environ un cinquième du pétrole mondial et un volume important de marchandises transitaient par le détroit. Désormais, l'Iran impose des frais aux navires traversant le détroit d'Ormuz. Selon Bloomberg, le montant peut atteindre jusqu'à 2 millions de dollars par voyage, établissant de fait un droit de passage officieux. Pendant ce temps, Trump est convaincu que les États-Unis ont déjà remporté la guerre contre l'Iran et a présenté un plan de paix en 15 points. Le président des États-Unis a annoncé que l'Iran avait accepté de ne plus jamais posséder d'armes nucléaires. Une attention particulière a également été portée à la situation autour du détroit d'Ormuz, qui est effectivement devenu bloqué depuis le début de l'opération militaire américaine et israélienne. Mais, dans le même temps, les États-Unis ont envoyé un porte-avions et des milliers de marines au Moyen-Orient. De plus, Trump a déclaré que les nouveaux dirigeants iraniens venaient de lui offrir, je cite, un cadeau important, ce qui indique que les États-Unis traitent avec les bonnes personnes, selon Trump. Ils nous ont offert un cadeau et le cadeau est arrivé aujourd'hui. C'était un très gros cadeau, d'une valeur énorme, et je ne vais pas vous dire ce qu'est ce cadeau, mais c'était un prix vraiment significatif, une récompense importante. Et ils nous l'ont donné, et ils ont dit qu'ils allaient le faire, donc cela signifiait une chose pour moi. Nous traitons avec les bonnes personnes. Est-ce que c'était lié au nucléaire? Non, ce n'était pas lié au nucléaire, c'était lié au pétrole et au gaz. Eh bien, Dieu merci, ce n'était pas nucléaire. Mais Trump a appelé le peuple hongrois à soutenir Viktor Orban lors des prochaines élections. Le président des États-Unis l'a qualifié de dirigeant qui veille à instaurer la loi et l'ordre dans son pays. Eh bien, j'imagine qu'après que les autorités hongroises ont pris en otage 7 collecteurs ukrainiens et volé 100 millions de dollars en liquide appartenant à la banque publique ukrainienne Oshad Bank. C'est ce que Donald Trump considère comme amical envers l'Amérique de nos jours. Eh bien, il semble qu'au-delà des axes du mal évident, la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, il existe aussi l'axe du mal MAGA, qui cherche à porter les populistes d'extrême droite au pouvoir en Europe et dans le monde entier à tout prix. En général, ils sont anti-UE, anti-Ukraine et entretiennent des relations étrangement ambiguës avec la Russie. Mais en réalité, il n'y a aucune ambiguïté. Il y a une menace. Orban en Hongrie, Fico en Slovaquie, le parti AfD en Allemagne et Le Pen en France. Ils mènent tous d'immenses campagnes de propagande sur les réseaux sociaux, presque ouvertement financées par le Kremlin. Et à propos du Kremlin, pour la première fois en 25 ans, la Russie vend ses réserves d'or. Un trou s'est littéralement creusé dans le budget russe, qui ne peut plus être comblé par d'autres moyens. Et en janvier, la Banque centrale de la Fédération de Russie a vendu 300 000 onces d'or physique de ses réserves, puis 200 000 onces supplémentaires en février. En conséquence, le volume des réserves d'or de la Russie est tombé à son plus bas niveau depuis 4 ans. Plus d'informations sur la véritable situation de l'économie dorée de Poutine dans notre prochain reportage pour vous. Le cash fait son retour. Les Russes essaient de protéger leurs économies, rapporte le service de renseignement extérieur de l'Ukraine. Selon l'agence, en janvier, les citoyens russes ont retiré plus de 19,5 milliards de dollars de leurs comptes liés à des cartes et de leurs comptes d'épargne, tout en ne reversant qu'un quart de ce montant sur des dépôts.
La sortie nette du système bancaire s'est élevée à près de 14 milliards de dollars, soit le deuxième chiffre le plus élevé depuis 2010. Le record reste détenu par mars 2022, lorsque, après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine et l'introduction des sanctions, le public avait retiré 25,9 milliards de dollars. Cette tendance négative peut s'expliquer par plusieurs facteurs à la fois. Un contrôle plus strict du Kremlin sur les transactions financières et des perturbations dans l'infrastructure Internet poussent les citoyens à garder leur argent hors des banques. Les anticipations d'inflation jouent également un rôle. Les ménages réduisent leur épargne au profit des dépenses courantes, ne croyant plus que les dépôts bancaires puissent préserver leur pouvoir d'achat. Extrait d'une déclaration du service de renseignement extérieur de l'Ukraine. Le nombre de Russes déclarés en faillite augmente fortement, et au début de 2026, il avait dépassé les 2 millions de personnes. Les raisons en sont l'endettement élevé des ménages, l'inflation, la hausse des prix et la faiblesse des revenus. L'année dernière, la dette à la consommation en retard de paiement des Russes a atteint près de 2,5 billions de roubles, soit une hausse d'un tiers par rapport à 2024. Les Russes ne peuvent pas survivre sans dette, sans crédit, mais ils ne sont pas vraiment capables de rembourser ces crédits non plus, surtout maintenant que les salaires ont pratiquement cessé d'augmenter, que les prix continuent de grimper, explique Pereskit, et que la vie devient de plus en plus chère. Les gens se retrouvent pris dans ce piège de l'endettement, contractant de plus en plus de dettes, puis passant par la faillite personnelle et se faisant saisir tout ce qui peut l'être. La situation devient de plus en plus difficile. Ce n'est pas encore une catastrophe totale, déclare Naspikera, mais c'est une forme de misère et de pauvreté dans laquelle s'enfoncent encore plus profondément des personnes qui étaient déjà pauvres hier. Après la faillite, elles deviennent démunies. Un propriétaire de petite entreprise sur 3 en Russie envisage de fermer cette année. Les principales raisons sont une forte augmentation de la charge fiscale, un taux d'intérêt directeur élevé, la baisse des revenus et l'affaiblissement de la demande. Au premier trimestre 2026, les perspectives des entreprises sont tombées à leur niveau le plus bas jamais enregistré. 52% des entrepreneurs s'attendent à ce que leur situation se détériore encore davantage. La Russie est un pays très bon marché. Rien ici ne vaut ce que cela devrait valoir dans une économie normale, avec des règles du jeu normales, avec la protection des droits de propriété, avec des investisseurs occidentaux normaux, avec un marché boursier sain, et ainsi de suite. Donc, toute la Russie, avec sa population de 140 millions d'habitants, vaut à peu près autant qu'un seul New York. Le géant pétrolier Lukoil a enregistré une perte pour la première fois en 30 ans. Selon The Moscow Times, l'entreprise a enregistré une perte nette de plus de 1000 milliards de roubles l'année dernière. Bien qu'elle représente environ 15% de la production pétrolière russe, elle a rencontré de graves difficultés financières. L'entreprise a été frappée par des sanctions américaines bloquantes et les opérations de ses filiales étrangères ont été effectivement paralysées. De nombreuses tentatives de vente de son réseau étranger, dont la valeur comptable s'élève à 22 milliards de dollars, n'ont toujours pas été approuvées par le Trésor américain. Lukoil avait initialement prévu de vendre ses actifs étrangers à Gunvor, une société fondée par le milliardaire Gennady Timchenko, proche de Poutine, mais l'accord a échoué après que le Trésor américain a qualifié Gunvor de marionnette du Kremlin. D'après un article de The Moscow Times, la Banque centrale de Russie a commencé à vendre massivement de l'or provenant des réserves d'État au début de cette année, marquant la plus grande vente de ce métal précieux des 25 dernières années, rapporte The Moscow Times. Rien que pendant les 2 premiers mois de 2026, la Banque centrale a vendu environ 15 tonnes d'or. En mars, les réserves étaient tombées à moins de 2500 tonnes, leur plus bas niveau depuis 4 ans. La vente d'or est devenue une mesure forcée face à l'épuisement de la partie liquide du Fonds national de richesse et à l'augmentation des dépenses liées à la guerre. Reportage de Victoria Chistiukina, UATV. Actualité. C'est tout pour aujourd'hui. Je m'appelle Henry Kin. Merci de votre attention et d'avoir été avec nous. À bientôt. Commentez, likez et abonnez-vous pour suivre l'actualité. UATV vous informe sur les événements avec un regard ukrainien. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.